Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du Soir Streaming. Bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Gabon. Ali Bongo fait son mea culpa et se retire de la vie politique. Deuxième sujet, nous viendrons en Afrique de l'Ouest. Claude Pivy en prison, son fils toujours en cavale. Troisième sujet, nous parlerons de la République démocratique du Congo et du Rwanda. L'Angola multiplie ses actions diplomatiques. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Le gouvernement a-t-il réduit de moitié son objectif de construction de salles de classe? Notre interrogation. Donc nous nous interrogeons avec nos invités. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau. Avec moi, Eric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV, je vous dis bonjour. Merci beaucoup à vous Eric d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité, Adam Ajronou, vous êtes également journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Merci docteur de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles, à tous ceux qui nous suivent de par le monde et dans le Togo profond. Merci beaucoup à vous également d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons donc aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Gabon pour parler d'Ali Bongo qui fait son mea culpa et se retire de la vie politique. Ali Bongo, déchu depuis août 2023, plus d'1 an déjà, est sorti de son silence. L'ex-président gabonais, dans une lettre, reconnaît en tout cas les insuffisances de ses réalisations et le malheur en tout cas que cela a pu causer pour les Gabonais. Il demande réconciliation et libération de ses proches. Il annonce également par la même occasion qu'il se retire de la vie politique. 1 an après, Ali Bongo revient, il se prononce en tout cas sur la situation de son pays. Il demande la réconciliation et la libération pour ses proches et annonce par la même occasion qui ne sera plus dans l'arène politique au Gabon, Eric. Si cela pouvait se faire par un politicien, je dis toujours que les politiciens sont les hommes palpables de ce qu'on dit qui a bu boira. Même si aujourd'hui Ali Bongo est entre les mains des nouvelles autorités gabonaise, Ali Bongo, lorsqu'il fait une sortie, ça a quand même tout son écho. La preuve, cette lettre de 2 pages qu'il a sortie et signée de sa propre main pour dire beaucoup de choses, mais la consistance de cette lettre, c'est surtout ce que tu viens de dire, Guillaume, la libération de sa femme et de son fils. Lui-même, il n'a pas la liberté de sortie, de mouvement, et c'est vrai que en tant que politicien, il doit forcément demander le pardon. Je pense que d'une façon ramassée, Ali Bongo est en train de se mettre à l'épreuve, de se dire, écoutez, oui, j'ai géré ce pays pendant des années, et je pensais pouvoir changer la vie des Gabonais, mais malheureusement, ma gestion n'a pas permis aux Gabonais de sortir de leur état d'extrême pauvreté. Et donc, cela a forcément créé cette inimitié entre lui et les Gabonais. Aujourd'hui, après un recul, forcément, il a compris que le système qu'il a mis en place et qu'il a lui-même entretenu s'est retourné contre lui. Si tant est que les actuelles autorités de ce pays-là sont des gars avec qui il a eu à travailler pendant longtemps. Et donc, si logiquement on devait faire un procès
à son régime, tous ces gens-là aussi devraient passer devant les barreaux. Ouais. Et malheureusement, c'est ces gens aujourd'hui qui sont adulés et ils voient que les mêmes erreurs que lui, Ali Bongo, avait commises, que ces nouvelles autorités sont sur le même chemin. Et donc, c'est-à-dire que, voyez-vous, quand Ali Bongo était au pouvoir, les opposants n'avaient pas droit à la parole. Aujourd'hui, lui-même, il n'a pas droit à la parole. Sa femme et son enfant sont incarcérés. Ils sont même maltraités. Ce que son régime a eu à faire à d'autres. Okay. Et donc, il se rend compte de tout ça. C'est pour ça qu'il dit, il faudrait, il a dit une phrase très importante dans sa lettre. Il demande, j'appelle mon pays, ses dirigeants et mes concitoyens à renoncer à la vengeance et à écrire sa propre histoire avec harmonie et humanité. Ouais. C'est très important, cette phrase-là. Et donc, je crois que s'il le demande, c'est parce que lui-même, il s'est rendu compte qu'à un certain moment de sa vie, il a eu à pratiquer la vengeance, et il a eu à pratiquer la violence, et aujourd'hui, tout ça se retourne contre lui, et donc, il exhorte les nouvelles autorités gabonaises à prendre la mesure de la chose et à ne pas tomber également dans les mêmes travers. Je pense que cette lettre d'Ali Bongo doit forcément appeler nos dirigeants à savoir que lorsque vous êtes dans les actions, lorsque vous avez le pouvoir, vous devrez forcément avoir cette humanité-là en vous. Vous devez forcément avoir et chercher à créer de l'harmonie autour de vous pour que demain, vous ne soyez pas objet de vengeance, objet d'humiliation et autres. Je crois qu'aujourd'hui, Ali Bongo, oui, il a envoyé cette lettre-là, mais quelle sera la réaction des nouvelles autorités gabonaises? En tout cas, c'est la question qu'on se pose. Adam Adronou, Ali Bongo fait son mea culpa au Gabon un an après le coup d'État qu'il a déposé. L'ex-président gabonais demande la réconciliation, sa liberté ainsi que celle de sa famille. Il annonce aussi qu'il se retire ainsi de la vie politique. Oui, c'est l'annonce d'un président éprouvé par des difficultés qu'il n'avait jamais vécues. Et c'est aussi la sortie d'un père qui est très soucié, surtout de son épouse et de son fils, avec qui il a dirigé ces derniers moments au Gabon. Mais ce qui a lieu de retenir, c'est quoi? Comme je le disais, c'est justement le fait que aujourd'hui Ali Bongo essaie de faire le mea culpa. Ça voudrait dire quelque part que lorsque vous êtes des fois aux affaires, vous ignorez complètement l'opinion réelle de vos concitoyens sur la gestion du pays. Et ça, c'est la politique politicienne, on peut le dire ainsi, qui s'est longuement donc affiché, parlant du fait que la quasi-majorité de la population gabonaise, parce qu'il ne croyait pas ses yeux, de pouvoir véritablement, après sa chute, de pouvoir s'afficher comme étant ceux qui sont aujourd'hui contre. Or, dès le lendemain, parce que vous en souvenez que tous ces choses-là sont passées juste après la campagne électorale qu'il a également portée entre griffes au pouvoir. C'est vrai qu'après l'engouement qu'a suscité cette campagne présidentielle, lorsque vous êtes président, vous vous dites véritablement que la population a toujours confiance en vous, et malheureusement 2 jours après ce qu'on a affiché lors de cette campagne-là, cette même population se retourne contre vous. C'est difficile à supporter, et donc je pense que c'est aussi le fait
fait que Ali Bongo, même, parce que c'est vrai, on le disait que c'est une révolution de palais, et lorsqu'on parle du fait que c'est avec Eric le disait tantôt, avec ceux que vous avez gouverné, sont ceux-là même qui sont levés contre vous. On se pose la question de savoir est-ce que réellement, à vos alentours, vous avez la confiance totale de vos collaborateurs. C'est pas si évident. C'est vrai qu'il y a des motifs réels qui ont conduit à ce coup d'État. Là, on disait vraiment qu'il y avait des queues de bec entre le général Oligui, chef de la garde présidentielle en son temps, et avec Nouridine, qui était l'un des bras armés de la gouvernante d'Ali Bongo à ces époques-là, qui a mis le feu aux poudres. Mais quand cela ne tente, je pense que c'est vrai que cela peut servir de modèle, en tout cas pour nos dirigeants. Mais au même moment, je pense que lorsqu'on évoque cette rhétorique-là, il y a lieu de faire remarquer également que Ali Bongo a toujours des fidèles à son alentour. Je veux citer par exemple son dernier Premier ministre, notamment Alain Claude Bizet, qui, après ce coup d'État, il était parmi ceux qu'on avait donc invités, qui devaient donc, en tout cas, prendre position, etc. Mais après les premières réactions, vous l'avez vu, aujourd'hui, il s'est affiché clairement comme opposant à Oligui. Et je pense que je salue d'ailleurs même quelqu'un que je salue, Laura, qui m'a toujours inspiré. Et je pense que cette position prouve véritablement que, au-delà de ce que l'on peut supposer sur les collaborateurs d'Ali Bongo, sinon la population, il y a des gens qui étaient acquis à sa cause. Et cette cause-là, de toutes les façons, et Alain Claude Bizet le partage clairement, parce que il fut Premier ministre, ça voudrait dire que cette gouvernance, si tant qu'on ne peut pas dissocier le président Oligui de la gouvernance d'Ali Bongo, tant mieux qu'également on ne peut pas le dissocier à l'incompatibilité de cette gouvernance-là. Mais quelque part, il s'est affiché clairement comme étant opposant à Oligui. Et moi, je pense que cela est un actif qui peut véritablement donc porter les actifs d'Ali Bongo après lui. Mais si vous permettez que je puisse également revenir, puisque Ali Bongo prend cette décision, ce qui en réalité renforce en tout cas l'idéologie selon laquelle les gens estiment que c'est un père de famille qui part, parce que Ali Bongo n'est pas véritablement donc en paix lorsqu'il n'a pas sa femme à côté de lui, son fils bien aimé à côté de lui, pour véritablement qu'il prend une décision en disant que eux également se retirent de la vie politique. Donc c'est pas sincère. De toutes les façons, aujourd'hui lorsque vous prenez son fils dans le fleuve de l'âge, ça veut dire qu'il a encore des ambitions. Et ceci, c'est justement parce que, compte tenu de leur liberté, de leur absence à ses côtés, il prend une décision qui le concerne lui-même personnellement, mais il prend une décision à lui plat de son fils. Et je ne crois pas que ce soit son fils qui lui a donné. C'est justement pour démontrer de long à large qu'en réalité, lui et toute sa famille ne seront plus là. Mais ce n'est pas évident, puisque demain, étant Gabonais, je pense que Nouridine peut véritablement encore nourrir des ambitions, surtout qu'on a également des gens qui sont fidèles, qui sont restés fidèles à son père et sont en tout cas affichés comme opposants. Alors, Eric, je pense que Ali Bongo lui-même, il a dit dans sa lettre qu'il n'a pas de contact avec son entourage. Oui, tout à fait. Et donc, il veut prendre une décision à la place de son fils et sa femme. Et sa femme, pour justement demander leur élargissement. Et je pense que cette façon de faire veut dire que tout ce que vous leur reprochez, c'est plutôt moi qu'il faut accuser. Moi qui suis responsable. Et il a dit effectivement que c'est tout ce qu'ils ont eu à faire, que c'est sous sa pression. C'est sous sa pression, c'est lui qui leur demandait d'aller dans un sens donné et eux ils suivaient. Alors ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire d'abord, la femme est accusée de par exemple de trahison, de haute trahison. Oui, pourquoi? Bien évidemment. Parce que quand Ali Bongo n'était pas là, il y avait des rumeurs qui disaient que c'est sa femme plutôt qui dirigeait le pays et c'est elle qui... Il y avait des falsifications de signatures également. Et justement, elle a été accusée de falsification de documents d'État, etc., qu'elle mettait même la signature de son mari. Ça, c'est du faux et usage de faux et tout ça. Et donc, ça veut dire que tout ça, c'est pas ma femme qui voulait, c'est moi plutôt. Ça veut dire
quand je n'étais pas là, j'étais malade, j'étais hors du pays, il fallait quand même que le pays avance, que les institutions de l'État continuent par fonctionner. Et donc, j'ordonnais à ma femme et à mon fils ce qu'ils doivent faire. Et donc, aujourd'hui, ne les accusez de rien, mais portez toutes ces accusations sur moi. Alors, si vous l'acceptez, je voudrais vous garantir que ces deux personnes-là aussi ne vont plus s'afficher politiquement, ne vont plus reprendre une vie politique pour déranger qui que ce soit. Mais c'est la parole d'un politicien. Oui, même moment, il aura du mal à convaincre, dans la mesure où, en tout cas, dans cette manière de gouverner, il y avait eu des excès, des abus. Justement, lorsqu'on se dit, voilà, c'est pas vous qu'on a élu. Et je pense qu'il y a eu succession dans la gouvernance du pays, et lorsque le président venait donc à être absenté, il y a des gens qui devaient donc assurer ses arrières. Et vous vous interposez, à quel titre on ne sait pas, puisque c'est pas la première fois qu'une première dame peut quand même se lever, ça ne s'est passé nulle part. C'est à cela que les Gabonais sont réellement donc frustrés contre la gouvernance d'Ali Bongo. Puisque quelque part, on ne va pas quand même diriger un pays comme on était dans un moulin ou une sorte d'épicerie où karma, lorsque je ne suis pas là, bon, ma femme, mes enfants peuvent quand même se lever et faire ce qui leur plaît. C'est justement ce qui aujourd'hui me contente. C'est juste pour garder ses arrières. Non, et ça me contente en réalité les Gabonais. Et malheureusement, le président Oligui Nguema a pu surfer véritablement sur ces aspects-là pour attirer l'opinion et la foule sur lui. Donc je pense que c'est de bonne guerre lorsqu'on est en politique, de toute évidence. Lorsque vous voulez vous imposer, il faut toujours tirer les faiblesses de votre adversaire ou celui que vous avez succédé pour s'imposer. Et il a eu véritablement donc à le faire. Mais ce qui est important, c'est que ce discours-là ne convainc pas les Gabonais pour la simple et bonne raison que il y a eu des abus, il y a eu de l'argent, on dit véritablement qu'il y a eu falsification de signatures pour donc faire soutirer l'argent à leur faveur. Et ça, les Gabonais ne sont pas prêts à le tolérer. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause. Je reviendrai tout à l'heure pour la suite de cette émission.